pourra poser des questions sur le chat et les questions seront posées aux intervenants, aux conférenciers lors de la deuxième partie du forum. Marcello de Housatonic va être avec nous tout le temps et il va donc transformer sous forme graphique, artistique, les contenus du débat. Et vous le verrez à l'écran et vous verrez l'évolution du dessin dans le temps à l'écran. Et je passe maintenant le micro à Antonio Brunori, qui est le représentant italien du programme de reconnaissance et certification forestière, le PEFC. Antonio Brunori, tu as le micro. Merci, merci beaucoup. Celui-là est un moment très, très important pour le PEFC ainsi que pour Slow Food parce qu'il est question là de la gestion des forêts et de la relation à l'homme. En effet, je suis docteur forestier, donc professeur à l'université. Je m'occupe de la certification des forêts, c'est-à-dire gestion durable des forêts et traçabilité. Je vais modérer cette rencontre parce que notre organisation s'occupe des forêts ainsi que du marché. Je vais modérer la rencontre de la manière suivante. Il y aura une présentation qui sera faite par Ranil qui nous donnera une présentation sur le sujet du paradoxe homme-forêt à l'échelle mondiale. Nous allons ensuite passer le micro à Sharon qui, depuis l'Ouganda, va nous parler de la relation homme-forêt dans la perspective des forêts équatoriales tropicales. Ensuite, le professeur Johnson, depuis l'Islande, va nous raconter les expériences de vie que la collectivité locale a par rapport aux arbres et aux forêts. Et ensuite, Renzo va parler des forêts et de la relation avec l'homme dans la zone méditerranéenne, dans l'espace méditerranéen. Une petite introduction. Les forêts représentent 30% de la surface, de la superficie de la Terre, mais c'est une superficie qui, il y a 10 000 ans seulement, était à hauteur de 50%, donc la moitié de la surface terrestre de toutes les terres. Au fil des dernières années, on a perdu la superficie forestière de 7 millions d'hectares par an, il y a 20 ans, à 3,3 millions d'hectares cette année. Donc, il y a 20 ans, on en avait 7, quelques et 3,3 maintenant. Donc, la situation amène donc à une réduction de l'espace forestier. Mais le problème est que la déforestation, le déboisement, est la conséquence du style de vie basé sur la consommation de notre société. C'est certainement ça à voir avec le déséquilibre de nos régimes alimentaires, l'augmentation de la population qui demande de plus en plus de terrains agricoles et à consacrer aux élevages. Mais le problème de déboisement massif aussi comporte un autre problème parce que c'est la deuxième cause à l'échelle mondiale du changement climatique à l'échelle mondiale. On parle là de perte de biodiversité, on parle d'augmentation des températures et cela crée des problèmes qui ont un impact sur les humains. Le paradoxe est que la perte survient surtout dans la partie tropicale ou équatoriale, alors que dans le nord du monde, on a une augmentation de la surface peuplée par les arbres. La partie la plus riche du monde consomme les forêts de la partie centrale du monde. Les forêts équatoriales diminuent alors que les forêts boréales, où la plupart des pays riches du monde vivent, augmentent. Pour gérer les forêts de manière correcte, et ça c'est le deuxième paradoxe, il faut que les consommateurs y soient sensibles.
Et cette sensibilité veut dire qu'il faut mieux consommer, être plus efficace, plus performant, et il faut bien choisir ses produits. Donc, il n'y a pas qu'une question de donc qu'une culture, mais il y a aussi une culture de la consommation responsable, plus étroitement connectée à son territoire et aux certifications, c'est-à-dire des outils qui vont apporter des garanties. Ce que je veux dire, en tant que modérateur, est que le mot-clé pour réduire ce paradoxe consiste à conscientiser et à gérer de manière responsable. Donc, gérer les forêts de manière correcte veut dire accepter la responsabilité, d'avoir une responsabilité non seulement envers les forêts, mais envers la collectivité humaine dans son ensemble. Donc, ceux qui gèrent les forêts boréales, on demande aussi une responsabilité qui doit s'étendre à la protection des forêts de l'hémisphère austral. Donc, cette introduction au paradoxe, c'est-à-dire une différente expansion ou rétrécissement des forêts selon que l'on soit au nord ou bien vers le sud ou centre de la planète. Ensuite, l'appauvrissement des ressources dans le sud du monde. Et le troisième paradoxe, c'est le besoin d'avoir plus de culture de la consommation dans les pays qui malheureusement sont ceux qui consomment davantage. Ceci dit, je passe le micro à Ranil Senanayake, qui va nous parler de son idée par rapport à ce paradoxe et tout d'abord s'il existe un paradoxe. Il va en effet nous dire qu'il n'y a pas une opposition entre homme et arbre. Et puis, on écoutera aussi les autres conférenciers. Ranil, à toi la parole. Merci Antonio et merci à tout le monde. J'ai une présentation, un diaporama qui sera disponible si on demandera aux organisateurs et on va voir quelques images ensemble. Alors, tout d'abord, il y a quelque chose que je veux partager avec vous. Je l'ai trouvé à Machu Picchu au Pérou. C'est un poème qui dit: Ô soleil, aide-nous, oh pardon, ô sol, aide-nous, qui sommes la manifestation de ton énergie, à connaître nos mers et les plantes qui intercèdent avec toi pour notre compte. Donc, c'est le soleil, la source de lumière et en effet, il s'agissait bien du soleil et non pas du sol. Donc, c'est l'énergie, du soleil qui donc s'y répercute sur la terre et qui nous donne, donc notre force vitale à travers les plantes. Et étant donné que les plantes sont celles qui attirent cette force, il est important qu'elles soient en état de bien-être, de bonne santé et qu'elles agissent bien sur le cycle du carbone. Et en fait, la lumière et les plantes sont l'image de la vie. Tout, tout ce qu'on mange, tout ce qui nous donne de la force, est quelque chose qui, à un moment donné du cycle vital, a été rendu palpable, concret grâce, au cycle de vie des plantes qui capturent l'énergie du soleil et qui la rendent, objective pour nous et concrète pour nous. Donc, c'est une production, primaire qui, tire son énergie du soleil pour créer de la biomasse. Si vous considérez la partie, de superficie, c'est-à-dire, 148 000, donc, en fait, si c'est la superficie, donc, en millions de kilomètres carrés
disponibles sur la Terre, il faut considérer que donc le feuillage des plantes est équivalent au double en superficie de la superficie de la Terre. Et donc, c'est ces plantes qui attirent le carbone et qui le retiennent. Et les racines aussi participent du cycle de la nutrition. Et donc, ces racines attirent le nutriment du terrain et le fixent sous forme aussi de lignine qui devient partie de notre cycle de l'alimentation. Et cela sert aussi à créer le sol qui nourrit la nature et donc la production sur Terre. Et il y a des organismes qui sont les plantes qui ont créé notre milieu ambiant et c'est les forêts. Il est important de se dire que les forêts, où qu'elles soient dans le monde, donc les plantes les arbres ne représentent que 1 voire moins, de la biodiversité des forêts même. Il y a plein d'autres, organismes qui y vivent. Lorsqu'on considère, les arbres le plus de près et aux feuilles qui, s'occupent de la photosynthèse, on se rend compte, que, les feuilles représentent entre 1 à 5 de la biomasse mondiale terrestre. Et donc, cela explique leur rôle en termes d'écosystème. Ça nous crée de l'oxygène, des carbohydrates, des glucides, pardon, et des sucres. Et ça nous aide à créer aussi toutes les conditions nécessaires pour le nutriment de l'écosystème. Et alors, comment est-ce qu'on rétablit les fonctions de la forêt? Comment est-ce qu'on fait repousser des forêts pour rétablir la biodiversité, le rapport en biomasse? Eh bien, l'une des choses, ce que l'on peut faire, c'est de revenir sur la sylviculture traditionnel, c'est-à-dire Analog Forestry. Et vous pouvez aller voir le site web www.analogforestry.org. Et ça nous permet de rétablir l'architecture et les fonctions biologiques des forêts parce que les forêts ne sont pas des plantations. Tout cela est bien, mais on est aussi dans une situation où l'on perd la plupart de nos plantes, ce qui veut dire oxygène. Nous, nous allons aussi brûler tout l'oxygène euh, qui est disponible sur Terre, c'est-à-dire 200 fois l'oxygène que notre biomasse végétale produit tous les ans. Et ça, à cause de notre style moderne, qui est un style de vie industriel. Et la disponibilité d'oxygène est en train de chuter et je suis tout à fait incroyant par rapport à la possibilité qu'on n'arrive pas à se rendre compte de ce grand risque que l'on est en train de courir. On est en train de perdre énormément d'oxygène à travers les pratiques qui amènent à brûler les forêts sans jamais le réintroduire et sans se soucier de sa disponibilité à l'échelle mondiale. Et personne ne s'occupe de rien faire pour pallier à cet oxygène qui est brûlé. Il y a un risque que les températures maintenant aussi passent vers les 40 degrés et plus jusqu'à 50 degrés centigrades. Et la chlorophylle arrive à bien fonctionner jusqu'à 37-38 degrés. En dessus de cela, elle commence à se dénaturer. Et donc, si la température augmente et qu'elle reste là, ça veut dire la destruction de la chlorophylle et la mort de l'arbre. Et donc, si les températures montent,
cela va avoir un effet sur la chlorophylle et on ne pourra plus rien faire par rapport à ça et personne ne s'en occupe. Le fait que les feuilles des arbres doivent évapotranspirer, personne ne s'en occupe. Donc, et donc l'effet que font les feuilles en termes de régulation de la température est comparable à celui de plusieurs milliers de climatisations. Mais la planète est en train de se réchauffer. La seule chose qui pourrait nous donner un peu de rafraîchissement pour protéger nos cultures aussi sont les feuilles des arbres. Donc, et si on reconnaissait l'importance de ces écosystèmes forestiers, en fait, ce que nous disons est et ceci, il faut que les paysans plantent des arbres et ces arbres ont des feuilles qui nous donnent de l'oxygène, une meilleure température et c'est un service qu'ils nous font. Et il faut le reconnaître parce que ce n'est pas reconnu économiquement nulle part. Donc, le livre blanc du Sri Lanka, qui a été signé à Paris en 2015, disait qu'il faut reconnaître que la production, donc que la photosynthèse venant des arbres peut nous donner des bénéfices, mais étant donné que l'importance de cet effet n'est pas reconnue économiquement, on se trouve face à une crise énorme. Et depuis 2015, rien n'est arrivé, rien n'a été fait. Par conséquent, au Sri Lanka, nous avons créé des systèmes de restauration des forêts qui investissent en oxygène. Et donc, ce paradoxe entre les hommes et les humains peut être réglé et si on reconnaît l'importance de tout cela. Bouddha disait qu'une forêt est un organisme qui a des forces vitales et qu'elle met à la disposition des humains sans rien demander en échange. Et c'est ça qu'il faut reconnaître. Bon, résoudre ce paradoxe est essentiel et ce sera la source de vie à l'avenir. Je vous demande à tous, vous qui nous écoutez en ce moment, de vous unir à moi dans ce petit exercice. Dites à vous-même, je suis en vie. Alors, dites à vous-même, je suis en vie. Et puis, respirez profondément et dites, moi, je respire. Et donc, vous devez ressentir l'air entrer dans vos poumons. Il faut faire l'expérience de la vérité que l'air que vous respirez a été rendu respirable par une plante quelque part sur la planète. Et donc, vous, individuellement, vous devez intégrer ces vérités dans la manière dont vous vivez votre vie. Et c'est cela qui va faire la différence dans le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci de cette excellente introduction. C'est une contribution importante à notre discours. Ce qu'il est intéressant, c'est donc cette idée de ressources économiques, de la monnaie associée à la photosynthèse, à la production d'oxygène. Merci à toi et au Sri Lanka. Je passe maintenant la parole à Sharon qui vit dans une collectivité dans le village de Bennett en Ouganda et qui nous donne l'opportunité de mieux connaître l'expérience de sa propre collectivité par rapport au reboisement et à la gestion des arbres et à donc la coexistence avec les arbres. Sharon, tu as le micro. Merci, merci beaucoup. J'espère que vous m'entendez bien. Euh, donc, j'espère que tout marche bien. Je vis dans cette collectivité de Bennett. Le,
Bennett est un regroupement de personnes qui habitent ici depuis au moins 200 ans et nous avons une production agricole à la toute petite échelle. Et donc, on nous a laissé le privilège de vivre notre vie traditionnelle et tribale. Et nous avons donc reçu ce privilège du gouvernement ougandais. En 1934, tout de même, cette zone a été partiellement déboisée. En 1962, l'Ouganda est devenue indépendante. En 1971, donc, il y a eu une perte de forêt au profit des cultures agricoles. Et donc, mais dans ce processus, il a fallu nous réadapter. Il y en a beaucoup qui n'ont pas survécu dans, dans notre peuple. En 1983, le ministère des Forêts a décidé d'allouer une partie des terres à notre peuple, mais à cause de la corruption, les effets ont été vraiment moindres. Les Bennett ont dû donc se déplacer pour vivre en dehors des forêts. En 2008, cela comportait plein d'effets dont je ne vais pas parler, mais qui ont rendu la survie de notre peuple très difficile. Donc, nous sommes revenus vers les forêts et il y a plein de ressources naturelles dans notre pays et c'est donc pour mon peuple l'important c'est de vivre parmi les arbres. Mais on nous laisse de côté, on néglige nos besoins. Pour ce qui est de la relation entre les arbres et les êtres humains, ma collectivité a un peu perdu sa relation, ce lien avec la forêt parce qu'on nous a laissé très peu d'espace pour l'élevage et pour nos cultures, ce qui est au détriment de la forêt, de la surface forestière. Et le bien-être des collectivités locales, nous encourageons le gouvernement à donc s'en prendre soin et nous avons donc promu notre action en tant que planteur d'arbres dans la région et nous sommes une collectivité d'apiculteurs et si on veut produire du miel, on peut donc exploiter les arbres pour l'apiculture, pour assurer la survie de notre peuple. Donc, il faut encourager encore plus notre peuple à replanter des arbres. Mais en fait, ce qu'on veut, c'est de revenir à la vie dans la forêt parce que c'est ça notre naturel. Le gouvernement de l'Ouganda nous dit ce n'est pas bien, ce n'est pas ce qu'il faut faire au 21e siècle. Mais pour nous, le naturel, c'est de vivre dans la forêt parce que la forêt nous donne tout ce qu'il nous faut. Nous avions des traditions bien enracinées dans la forêt
par rapport, la cueillette de fruits, à des choses qu'on faisait à l'époque et moi, ce que je veux, c'est de nous reconnecter aux arbres et à la, forêt. C'est, de ça que je m'occupe et que je m'efforce de faire. Sharon, il te reste 1 minute avant de conclure. Alors pour conclure, j'ai encore beaucoup à dire, mais nous, le peuple bénin, donc s'ils nous disent, lorsqu'ils nous disent que, ce n'est plus, possible, il n'est plus possible de vivre dans les forêts, non, c'est bien ça qu'on veut faire. C'est pour nous, le naturel, c'est de vivre à la forêt et cela conclut ma présentation. Je vous remercie tous et toutes. Merci, Sharon. Moi aussi, je serais restée t'écouter encore, des heures. Une très belle expérience, sur l'importance de la gestion des arbres et de l'homme avec les abeilles, qui transportent non seulement de la nourriture à l'homme, mais qui aussi, s'occupent de polliniser et de générer, la vie et donc de la verdure, donc des arbres, des plantes. Je vous rappelle qu'il est possible de poser des questions aux conférenciers. On vient d'écouter de l'expérience, du peuple Bennett, en Ouganda. Je passe maintenant la, parole Brynjolfur Jonsson, qui est le directeur de l'une des plus anciennes organisations environnementalistes en Islande, l'association de la protection des forêts, qui nous raconte une expérience qui est très éloignée de celle de l'Ouganda, mais très semblable en termes du ressenti de la population. Alors, je te laisse 8 minutes. Tu pourras répondre aux questions à la fin de cette conférence. Jonvur, micro s'il vous plaît. Le micro n'est pas allumé. Le micro n'est pas allumé. Le micro reste toujours éteint. Allez-y. Voilà. Ah voilà, maintenant ça marche. Merci. Merci Ranil et Sharon de votre contribution. Je vais vous accompagner vers le milieu de l'Atlantique au nord, où se trouve l'Islande. Et c'est un lieu qui se déplace de 2 centimètres par an. C'est à cause des plaques tectoniques, des plaques terrestres. L'Islande est une île qui a été conquise il y a au moins 500 ans. C'était une sorte de terre promesse et c'était riche en forêt. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En 1900, euh, euh, les choses avaient changé déjà énormément au bout de ces 500 ans de conquête de l'Islande. Cela avait posé un problème en termes de forêt. En fait, étant au milieu de l'Atlantique, le climat était plutôt froid. Euh, En 1900, on n'avait pas euh, en 1900, on avait perdu une bonne partie de nos espèces indigènes, mais c'est à ce moment-là que le grand tournant s'est fait. On a commencé à replanter des espèces. Il n'y avait déjà presque plus de forêts. Elles ne représentaient que 1% et il restait très peu de forêts. Les forêts primaires avaient disparu. Ça, c'est l'histoire qui s'est reproduite un peu partout dans le monde. En 1930, on a créé une association forestière
et en ce moment, qui, y participent. On est à 7 000 membres, de notre association et il y a une pression, pour, allouer, des terres au reboisement de l'Islande. Mais en ce moment, au sein de notre organisation, nous nous occupons de 20-25 du reboisement, et ce n'est pas que notre organisme, il y a plein d'organisations, avec une organisation donc qu'on va dire pas qu'on va définir parapluie, c'est-à-dire, qui réunit les 60 associations et nous, restons en lien avec tous les membres en organisant, des rencontres annuelles et en trouvant les moyens de, donner donc des ressources d'apporter des ressources financières à l'association et ça, parle aussi du succès, de nos initiatives. Les personnes qui vivent, au plan local et ils sont tous conscients de tout ce qu'on est en train de faire. Il y a des personnes, des relais locaux aussi, des antennes locales, qui, font en sorte que ce soit les personnes qui font la différence et ça explique notre succès dans heu effort d'améliorer la vie. C'est ça que les personnes comprennent, heu, ça, fait partie donc de notre effort, de lutte contre le, changement climatique. Nous nous occupons d'améliorer, la situation des, forêts qui existent et nous créons aussi des, forêts, qui, deviennent de lieux de loisirs pour les collectivités, locales et qui, aussi arrivent à, requalifier les sols et la biodiversité et dans la plupart des cas, nos efforts de reboisement, ont connu un vif succès, dans les villages et dans les petites îles du pays tout entier. Donc, nous, faisons ce que nous faisons de manière, durable et c'est possible. On se bat contre le climat de manière, durable. Donc, nous représentons 2 de la population et nous croyons avoir donc, remporté un certain succès et de bien travailler à notre échelle. Il faut toujours être très responsable par rapport à ce que nous faisons. Nous nous occupons du bien-être à l'échelle communautaire et des effets positifs. Ce qui est important de notre temps où, par exemple, l'obésité pose un problème avec des retombées psychiatriques aussi. Et la santé publique est très importante partout, dans le monde occidental, il y a un souci de santé publique associé à notre style de vie. Mais ce qui me paraît important de mon point de vue est, de comprendre comment on a, pu, travailler de concert avec les, institutions primaires en Islande. Et pour lorsqu'il s'agit, par exemple, de planter des arbres, on arrive à toucher quelques milliers, de jeunes personnes qui participent à, ces activités et notre, président qui a été, notre présidente qui a été élue en 1980, heu heu, donc était, quelqu'un qui, était un il vous reste 1 minute. Donc et c'était elle qui, a participé à, ce paradoxe
Donc, voilà pourquoi pour nous, il sera important d'aller de l'avant en plantant des arbres parce que cela contribue à notre bien-être, ça nous donne plein d'espoir et aide les jeunes à grandir, à s'épanouir de la meilleure des manières. C'est ça notre avenir. Et donc, il faut s'occuper de près de nos jeunes. Merci, merci. Merci, Johnson. Excuse-moi d'avoir dû t'interrompre. C'est pour donner la parole aux autres conférenciers aussi et laisser un tout petit peu d'espace pour les questions. Il est très beau de passer de Sharon qui parle de forêt et de nourriture à Johnson qui parle de forêt et d'éducation et santé. Et on va voir une autre perspective dans cette relation forêt-homme. Et pour ce faire, je passe la parole à Renzo Motta qui représente le monde des forêts méditerranéennes, voire même des forêts les plus habitées, densément peuplées au monde, c'est-à-dire les forêts alpines. Donc, je suis curieux de l'écouter pour qu'il nous partage cette expérience alpine. Merci. Alors, merci de partager ton diaporama. Je te laisse la parole. Merci, Antonio. Je crois que tout le monde m'entend. Oui, alors j'y vais. Alors, vous m'entendez? Oui. Alors, c'est parti. Alors, je présume que tout se passe au mieux. Merci, Antonio. Merci. Merci aussi à Ranil, Sharon et Johnson de votre présentation. Alors hier, il y a eu la journée du reboisement avec les enfants des écoles primaires qui ont été impliqués dans cet effort de régénération des forêts et en même temps des personnes. Donc, la relation entre les forêts et les hommes sont multiples et profondes et très variées. Il est difficile de les décrire en quelques minutes seulement. Mais je vous propose de parler du paradoxe de la protection des forêts dans les Alpes en Europe. Vous savez que les Alpes en Europe sont une barrière entre le nord, le sud, l'est et l'ouest. Et c'est pour cette raison que les Alpes ont été traversées et utilisées selon des cycles saisonniers et aussi peuplées depuis longtemps. Vous connaissez probablement l'histoire de Tsi, l'homme qui est mort il y a 4000 ans en traversant les Alpes. À l'époque, c'était le début de la colonisation des Alpes. Mais depuis, les personnes ont commencé à peupler les Alpes, à s'installer sur les Alpes et à couper les arbres. Donc, le boisement, donc le déboisement, pardon, des Alpes, cette ligne bleue, a été plus ou moins continu au fil du temps. L'importance des forêts fait appel aux utilisations multiples des Alpes. La perte des forêts primaires pose un problème, mais sur les Alpes, on a gardé quelques espaces boisés parce que ces forêts sont importantes aussi pour la protection contre les avalanches, contre les éboulis, etc. Là, c'est le résultat de cette colonisation de long terme. Vous pouvez constater qu'il y a dans un tout petit espace boisé, la ligne rouge définit donc tout le périmètre de la forêt à l'origine. Et si on coupe toute la forêt et qu'on ne laisse un petit espace d'arbres, c'est parce que la peur de mourir de famine était plus forte que la peur de mourir à cause d'une avalanche. Au Moyen Âge, on a donc commencé à établir des normes pour protéger les forêts
Parce qu'on s'était rendu compte que les forêts étaient essentielles pour la vie, pardon, la survie des personnes en zone alpine. Et maintenant, on a cet héritage du passé. Vous pouvez voir les triangles verts à droite, qui est une forêt protégée qui protège le village qui est en bas. Et ces forêts qui restent sont dans la plupart des vallées le seul lieu de la vallée qui n'ont pas été coupées, déboisées ou transformées en pâturage dans les siècles récents. Donc, ces forêts-là sont très importantes parce elles font partie d'un héritage culturel et aussi elles ont un intérêt environnemental parce que ces forêts-là sont différentes par rapport aux forêts qui sont gérées de manière intensive par les humains. Là, vous avez un autre exemple dans la zone orientale des Alpes. Cette forêt de hêtres est tout à fait différente par rapport aux mélèzes qui les entourent. La situation a changé énormément. La forêt a doublé en termes de forêt protégée. L'importance a augmenté. Auparavant, il fallait protéger les villages. Maintenant, il faut protéger le système routier et le tourisme d'hiver. En même temps, on a perdu ces connexions culturelles par rapport à la protection des forêts. Donc maintenant, il y a beaucoup de forêts protégées, mais nous ne sommes pas conscients de l'importance de la protection de ces forêts. On ne peut pas vivre à la montagne sans s'occuper des forêts. Et on ne sait pas si la crise climatique va avoir un impact sur la protection des forêts. Du point de vue technique et culturel, il faut tout d'abord reconnaître ce rôle et remettre en connexion les personnes qui habitent dans les vallées ou qui utilisent les vallées dans un but touristique ou dans d'autres buts, avec l'importance de ces forêts qui les peuplent. Merci, j'ai terminé. Je vous remercie tous de votre attention, tous et toutes. Merci Renzo, tu as parfaitement respecté les temps. Tu es un vrai professeur en termes de qualité de tes sujets et en termes de timing. Ce qui nous permet d'arriver aux questions. La première chose que je voulais vous dire, c'est que grâce à nos conférenciers, on a pu toucher plusieurs sujets. On a parlé de forêt et de protection de biodiversité et du climat. Ensuite, forêt et nourriture, forêt et éducation et santé. Et ensuite, forêt et protection des centres urbains et des peuples qui habitent autour des forêts. En fait, depuis 2 ans, plus de 50 de la population mondiale vit dans des hem, zones urbaines et c'est donc éloigné de la nature du monde rural. Mais il y a encore 1 milliard de personnes qui vivent en étroite liaison à ces sources de nourriture et à l'économie des forêts. Donc le paradoxe est que nous sommes en train de nous éloigner de plus en plus de la source de notre vie, c'est-à-dire les arbres, la verdure. C'est une toute petite réflexion, mais je vois des questions. La première question est pour Sharon et c'est la question suivante. Je sais qu'il y a des personnes au Kenya, les Cinq-Verts, le peuple Cinq-Verts qui a un tabou. Ils n'ont pas le droit de couper les arbres. Est-ce que c'est la même chose, auprès des Bennett ou bien est-ce qu'il existe des traditions, qui, visent à la protection des arbres dans ton village? Sharon, à toi la parole. Ah, je vous remercie d'abord de cette question.
Oui, nous avons des règles. Par exemple, nous n'avons pas le droit de couper les arbres et si on va ramasser du bois à feu, on ramasse le bois au sol, le bois mort, mais on ne coupe pas les arbres et tous nos arbres sont sains et il y en a beaucoup qui sont particulièrement sacrés. Et donc, les arbres étant saints, étant sacrés, ils ne peuvent pas être coupés. Il y a des rituels qui se tiennent en bas de nos arbres. Donc, il y a toute une série de raisons pour lesquelles on ne coupe pas, qu'on donc, on ne coupe pas les arbres. C'est une vie qui est menée avec les arbres, qui est menée en relation avec les arbres. Donc, si on est en relation de vie avec quelqu'un, on ne le tue pas. Très clair. Et la question venait de Luis Francisco Prieto, que je remercie de cette question. Il y a ensuite une question pour Ranil, qui a été posée par Bastien Beaufort, que je remercie. Ranil, est-ce que tu peux nous expliquer un peu mieux cette idée de forêt, donc de la biocurrency, c'est-à-dire la monnaie biologique euh, pour la récupération de la terre? Et si tu peux nous parler de ce concept de analogue forestry. Rapidement, parce qu'on a une question aussi pour Johnson. Donc, l'analogue forestry a commencé parce que l'idée était de faire des plantations, mais la forêt n'est pas une plantation. Il faut recréer une forêt. Comment est-ce qu'on s'y prend? Eh bien, pour faire de la foresterie, de la sylviculture analogue, il faut reprendre la forêt telle qu'elle était au naturel. Donc, l'analogue foresterie, c'est donc reproduire la végétation à l'origine et rétablir ses fonctions écologiques, production d'oxygène et tout. Donc, il faut que ce soit en analogie par rapport à la forêt, même si on la replante, en termes de structure et de fonction. C'est ça l'idée de cet analogue forestry. Il y a une organisation internationale, un secrétariat basé au Costa Rica et un site web. Euh, Earth Restoration est une autre initiative qui a cette idée de créer de la biomonnaie pour payer les services écologiques de ceux qui plantent des arbres en produisant de l'oxygène et des services écologiques qui ne sont pas payés. Et donc, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement au monde. Et il faut pouvoir trouver le moyen de donner aux personnes qui habitent en milieu rural et qui sont des agriculteurs plus d'argent, plus de ressources financières pour ce qu'ils font pour nous. C'est une société. Nous avons donc de traduire donc de la monnaie à réinvestir en payant les services écologiques que les paysans qui sont les agriculteurs qui sont inscrits à notre initiative vont pouvoir, à laquelle ils vont pouvoir toucher à cette monnaie en compensation des services qu'ils nous prêtent. Bon, très intéressante et fascinante cette idée euh, donc de créer une monnaie biologique qui rétablit la juste échelle de valeur parce qu'au-delà de la monnaie, il y a toujours cet aspect biologique dont personne ne tient compte, mais qui est par contre fondamental. Alors, je disais, il y a une question pour Johnson de la part de Dominique Pledel. Quelle est l'importance et le rôle des agriculteurs dans la récupération des forêts et comment est-ce que cette récupération est gérée? Comment est-ce que ces agriculteurs gèrent ces forêts qui ont été récupérées, rétablies?
En Islande, il y a plusieurs agriculteurs qui participent du procès de reboisement et de sylviculture à travers des actions mises en place par le gouvernement. La première chose qu'on fait, c'est la planification de l'utilisation de la terre et des forêts. Il faut que les agriculteurs détiennent une licence pour ce qu'ils font, pardon, et il faut qu'ils savent bien quelles sont les forêts dont il faut qu'ils s'occupent et quelles sont les espèces qu'ils doivent replanter. Et aussi, il faut tenir compte du paysage. Et c'est un peu ce que le gouvernement a fait ces dernières 30 à 40 années. Et ça, c'est pour la plupart du reboisement en Islande. Je dois dire que les ONG représentent 25 à 30 du travail total dans les forêts en Islande et c'est les agriculteurs qui s'occupent du restant, entre 70 à 75. Bon, très bien, cela confirme que le rôle du secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et donc des agriculteurs, de ceux qui cultivent la nature, est indispensable, incontournable, fondamental, essentiel. Et cela confirme également l'importance que Slow Food, qui est une organisation qui s'occupe justement de la nourriture et des consommateurs, de la conscientisation des consommateurs, donc s'occupe de cette culture de la forêt parce que nous sommes tous unis par un même destin, nous sommes des hétérotrophes, nous consommons de la nourriture grâce au fait que les plantes sont autotrophes, c'est-à-dire elles nous aident à transformer l'énergie du soleil en énergie chimique. Peut-être grâce aussi aux exemples que nous ont portés Ranil, Sharon, Johnson et Renzo. Après cette heure, on a des idées un peu plus claires par rapport au fait qu'il n'existe pas un paradoxe dans l'existence humaine par rapport à l'existence des arbres. Il n'y a qu'une manière différente d'imaginer de penser, et c'est l'homme moderne qui pense la nature de manière différente. Donc, il faut travailler la culture des consommateurs pour rapprocher les hommes en rétablissant cette relation saine qui consiste à vivre dans la nature. Je vous remercie tous de cette excellente occasion de se parler. Il est possible de remplir un questionnaire pour indiquer ce qu'on a apprécié de cet événement. Si vous êtes encore en direct, vous allez trouver dans le chat le lien pour dire si vous avez aimé ou bien s'il y a quelque chose qui a manqué. Pour moi, c'est le temps qui m'a manqué parce que j'aurais voulu rester avec vous au moins jusqu'à la fin de cette soirée pour continuer à parler de nos sujets. Je vous remercie tous et toutes et vive la vie. Merci. Merci beaucoup. The future of our planet is decided at the table, in our daily food choices. What do we know about what we eat? How do we choose? Where do we buy it? You can make a difference and contribute to a future where everyone has access to food that is good. Eating must be a pleasure for everyone. We all have a right to food that is healthy, natural, fresh, and seasonal. Clean. Being aware helps us to choose food that is good for our health and the health of our planet. Fair. Knowing our food means making choices that are fair to us, to the producers, and to future generations. Slow Food has been working for over 30 years to defend biodiversity and fight the climate crisis by promoting good, clean, and fair food for all.
common good. Go to donate.slowfood.com/en and follow us at terramadreselunadelgusta.com.